Bonjour à tous et bienvenue dans Beats numéro 114. J'espère que vous allez bien. On teste ce soir une nouvelle table de mixage. Table de mix. Et un nouveau micro du coup. Le combo ultime. Voilà. Le nouveau micro, il est pour moi. Merci Boukani. Merci. Again Merci and again. à toi. Again. Merci encore à toi. Grâce à ça, vous avez vu, ça s'est joué à peu de choses près parce que je l'ai reçu mardi. Ah oui, effectivement. Micro et trucs. Et la table de mixage est partie aujourd'hui mercredi à 14h. Donc voilà. Première émission avec. C'était un peu parfait. just, donc on va faire des ajustements de son, tout n'est pas parfait, on le sait. On va encore modifier des choses dans les jours qui viennent pour faire en sorte que ça fonctionne, changer peut-être un des micros, déplacer des trucs et tout, on verra bien quoi. Donc amélioration continue, c'est très bien. Ouais. Et on va. Le son est étouffé. Ah, c'est l'écharpe ça. Ouais. Non, mais en fait, c'est deux micros différents, alors c'est compliqué, on va voir. Et on va essayer de faire aussi en sorte, à moins que j'ai mal branché les trucs. Non, c'est pas ça Je qui pense est que c'est dans l'ordre. Non, je pense qu'il doit être dans l'ordre. Et voilà, et on a prévu le prochain achat grâce à l'opération des 500. On va avoir un surplus d'argent qui va servir surtout à remplacer la carte mère, le processeur du PC de la régie, de façon à pouvoir faire fonctionner les émissions correctement. Voilà. Parce qu'on a de temps en temps des petits soucis On a des beaucoup de connexions choses USB, branchées en USB dessus, voilà, ça et le tire un peu PC sur la commence gueule. à être un peu vieux, puisque je sais pas, il a Ouais. 4-5 ans, facile, et ça devient difficile pour lui. Et les caméras en USB, ouais, avec les rallonges et tout, c'est un peu compliqué. Exactement. On avait essayé de changer le moindre truc et c'est tellement peu stable que tu débranches, tu branches Si un autre t'inverses, périphérique ouais, sur un autre même pas, port, t'inverses les t'inverses deux les caméras, caméras et là, crac, et ça ça marche marche plus. Et là, tu dis, ok, ne bougeons plus. Donc voilà, il est temps de changer. Il c'est est temps de parfait. changer, exactement. Bon, Je fais une Patrick Béja, oui, c'est le foulard, c'est pour ça. Ouais. cette semaine, donc, c'est pour ça que Cédric a la voix de Shag. What? Les micros, je sais pas. Ah, le micro, ouais, peut-être. Bon, enfin bref. Bon, on y va. Il y a quand même pas mal de news Ouais. cette semaine. Il s'est passé des trucs. Et comme le disait le tweet, on n'est pas loin de cocher toutes les cases du bingo. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je pense qu'il en manque pas beaucoup quand même. Non. Hein. Les gens ils doivent se dire qu'il utilise un clavier pour son iPad, mais non. Et voilà. Bon, alors on commence de suite avec Android. On part chez Google, puisqu'il y a eu la bêta 1 de la prochaine version d'Android, Android Q, qui a été publiée. Voilà, donc tout le monde s'est un peu jeté dessus et a dépioté le contenu de la ROM et de ce qu'ils ont pu installer sur les pixels, puisque ça s'applique sur les pixels 1, 2 et 3. Alors, parmi les choses qu'on a vues, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Le premier truc qui a été analysé, c'est le desktop mode, donc un mode de bureau. J'ai cru que tu allais me dire le fond d'écran. Le fond d'écran, voilà. C'est le fond d'écran qui a été analysé Windows alors. XP, tu vois. Ouais. Non, c'est un mode qui permet de brancher du coup un smartphone ou la version en tout cas d'Android sur un grand écran. Et du coup, l'interface du launcher change et on se retrouve avec une interface de type bureau. Donc, tu as une image de fond et puis tu as une sorte de menu démarrer, la taskbar là-haut. Ouais. Tu peux piner, tu vois, des applications sur le bureau. Tu as un petit launcher qui ressemble à s'y méprendre un petit peu à Chrome OS quand même. Et tu te retrouves avec du coup des applications quand tu les lances qui sont en mode fenêtré comme ça, flottante fenêtrée. Alors on l'avait déjà vu sur des environnements tiers, il y avait, je crois que c'était BlueStack qui faisait ça, enfin des émulateurs qui permettaient de disposer un petit peu comme ça. AirDroid aussi, je crois. Non. Alors AirDroid, c'était pas un bureau comme ça. AirDroid, c'est une interface web qui est. Oui, mais ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu, absolument. Donc ça, c'est une des nouveautés qui n'est pas encore dispo réellement. Elle est planquée dans les options développeurs, donc il faut aller dedans et puis triturer un petit peu dans les préférences pour l'activer. Mais vous allez pouvoir tester ça si vous le voulez, sachant que ça ressemble beaucoup plutôt à l'interface Samsung DeX, le desktop experience de Samsung. Voilà, ils y viennent aussi. Quelle expérience. Ce qui est sûr, c'est que toutes les applications ne sont pas compatibles avec le mode fenêtré. Hein. Donc ça va être aussi un vrai sujet pour faire porter les applications Android déjà dans ce mode-là. Après, on a quoi d'autre dans ce Android Q? Il y a le thème sombre, mais qui est géré au niveau global, au niveau du système. Donc là, c'est vraiment Android qui va proposer un thème sombre global et qui du coup va l'implémenter dans tous les écrans et qui va l'envoyer comme information aux applications qui pourront en bénéficier. Et ce qu'on retrouve sur d'autres systèmes plus classiques. Sauf que là, c'est géré niveau système. Samsung aussi le fait, ça dans son One UI. Le OnePlus aussi le fait niveau système. Donc voilà, c'est des choses qui sont déjà présentes chez des tiers. On retrouve aussi l'affinage. Thème sombre dans Android Q. Pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Oui. On est bien dans le sujet là. C'est ça. On retrouve aussi alors ils ont un peu affiné le système de permission. Ah, c'est pas mal avec la transparence, là, j'avais pas fait gaffe. Donc ils ont retravaillé un petit peu les permissions, notamment donc la géolocalisation,
puisque là, tu vas pouvoir autoriser l'application à récupérer ta géolocalisation tout le temps, même si elle n'est pas active, si elle est en tâche de fond, etc. Ou uniquement quand elle est activée, donc en premier plan, donc ouverte l'application, ou uniquement à la demande quand tu la réouvres, ou le refuser. Donc, ça c'est ce qu'il y avait déjà, tu vois, dans iOS aussi. oui, ouais, Exactement le même type de truc. On n'est clairement pas sur de la grosse innovation, hein, c'est sûr. Non, mais c'est bien qu'elle y soit. Je Je suis pas en train de dire que c'est une innovation. Ouais. C'est juste que ça a existé sur iOS et du coup c'est bien de retrouver ça sur Android. Il y a aussi, alors ça par contre c'était un vrai manque sur Android, c'était la gestion des fichiers, les droits d'accès sur les fichiers, notamment pour le stockage externe, vous savez, pour carte mémoire ou pas, hein, à partir du moment où vous avez un stockage dessus, tous les répertoires, là, les downloads, Android, DCIM, tout ça, en fait vous avez une autorisation globale pour ça, c'est-à-dire que l'application, quand elle vous demande ça, c'est j'ai accès au stockage au global. Et bien là ils vont affiner ça, on pourra choisir quel répertoire en particulier, si elle veut accéder aux photos ou pas, ou à un stockage dédié pour elle, ou au répertoire téléchargement. Sachant que les téléchargements, ils vont le gérer fichier par fichier. C'est-à-dire que chaque application ne pourra gérer que ses téléchargements. Et il faudra passer par les API de Google pour gérer ça. C'est pas plus mal, ça évitera de pourrir un petit peu le stockage, stockage externe sur le téléphone, ce qui est vachement mieux. Après, on pouvait forcément ne pas... ils étaient obligés de passer par là, c'était la gestion des écrans pliables. Voilà, donc là on retrouve, donc ça c'est un écran de l'émulateur, donc c'est-à-dire que l'émulateur dans la version du SDK qui va arriver va proposer la gestion du... Ça ne fonctionnera pas avec le Samsung déjà, puisque en haut à droite, avec le notch... Alors, ça aussi, alors je ne l'ai pas mis, mais ils ont rajouté la possibilité d'intégrer le notch dans l'émulateur. Donc tu peux simuler des notches, des trous, des bulles, enfin tout ce que tu veux. Suivant comment tout le monde l'appelle, voilà. Donc là, un écran pliable qui est en gros une gestion plus ou moins du split screen hein, qu'ils ont amélioré. Ouais, là, l'avantage c'est que ce fond noir va camoufler, tu sais, le creux qu'on voit sur le Samsung Fold. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si t'as vu, là, il y a eu une prise en main du Fold. Non, j'ai pas vu. Et en fait, on voit le creux au milieu, mais tout le temps. Ça promet. On verra ça quand ça sortira. Ah, un autre truc qui est pas mal, donc c'est des vraies améliorations, ça pour le coup, c'est l'accélération du partage. Alors vous savez, Android, ça, c'est top. Ouais, c'était un des premiers systèmes à avoir mis ça en avant, la possibilité en fait de communiquer à travers les applications, notamment de s'envoyer des infos d'une appli à une autre. Ouais. Et c'était très intéressant initialement, ça a pas énormément évolué. Ça n'a même pas du tout évolué. Ah, si, ils avaient deux trois trucs qu'ils avaient changé, tu pouvais arriver dans l'intérieur d'une application, tu pouvais cibler comme un écran, une page d'une application. Ouais, c'est vrai, exactement, comme Windows Phone. Tu pouvais épingler un contact plutôt que d'épingler l'appli contact. Ou tu pouvais carrément épingler le SMS même du contact. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, ou une page de l'appli, effectivement. Donc là, ils ont travaillé pour travailler un petit peu l'interface et surtout, ils ont amélioré la rapidité d'affichage des applications qui sont susceptibles de recevoir les infos que tu veux partager. Et ça, c'est vraiment bien parce que quand tu commences à avoir beaucoup d'applis, l'ouverture du partage, ça prend une plombe. Ouais. C'était vraiment, vraiment dommage. Un autre petit truc qui est la possibilité d'avoir un petit volet qui s'ouvre pour gérer les paramètres au niveau système. Alors plutôt qu'accéder aux paramètres global, paramètres en globalité, on va dire, du système, l'application, si elle a besoin d'accéder au Bluetooth ou passer en mode avion comme ça, elle peut ouvrir juste un petit volet avec juste ces paramètres-là. Et du coup, ça permet d'accéder à ces réglages au sein de l'application. En tout cas, de demander au système, j'ai besoin de telle fonction, demande de l'afficher, demande à l'utilisateur de je sais pas comment ça se passait sur Android, mais par exemple sur iOS, quand tu lances une application qui a besoin d'accès à Internet, il dit vous n'êtes pas connecté à Internet. Oui. Voulez-vous l'activer oui, non. Si tu dis oui, elle t'ouvre directement la fenêtre dans les paramètres de l'OS. C'est ce que ça fait, mais du coup tu quittes l'application. Voilà. Mais c'est exactement pour répondre à ça, c'est pour le faire dans l'application qui reste un petit peu en tâche de fond. Très, et très ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et un dernier petit truc, ils ont travaillé effectivement le bokeh, l'effet de profondeur qui est là, donc c'est en gros une API qui va permettre de gérer donc logiciellement le calcul de l'effet de profondeur. Donc là, ils vont récupérer un petit peu tout ce qu'ils ont fait sur les pixels, les effets qu'ils ont fait sur les pixels, notamment ceux qui avaient qu'un seul objectif, et ils vont le rajouter au niveau de la plateforme Android directement pour pouvoir... Comme tous les téléphones l'auront. Voilà, comme ça tous les téléphones l'auront directement. Pas mal. Voilà, rien de ouf, mais des petites améliorations qui sont sympas. C'est cool quand même. On sait que la première bêta, donc voilà. On est au tout début. On est qu'au tout début. Par contre, c'est rigolo de sortir la bêta avant même d'avoir finalement annoncé l'OS. C'est une façon de procéder, je sais, ils font comme ça, mais c'est... Parce qu'ils font c'est des développeurs preview, en fait. Ouais. C'est surtout pour que les développeurs puissent adapter les applications. Sur iOS, elles sont après l'annonce de la keynote. Oui, non mais c'est Google. Forcément, ils sortent les trucs avant. C'est étonnant, en fait. Ah oui. C'est pour quand les Drix, mais t'en sauras plus à la Google I.O. C'est pour quand? Oui, non, pour l'instant, il y a pas. Alors là, la bêta 1 est 10 points. Mais ouais, ça devrait être en août. En général, c'est août-septembre, la prochaine version d'Android.
Oui, s'ils n'ont pas de soucis, c'est ça. S'il n'y a pas de général. soucis, c'est ça. Ouais. L'année dernière, ça avait été super vite. Hein. Septembre, octobre. Oui, c'était. Ouais, j'étais assez surpris par le rythme de diffusion. L'année dernière, déjà en août, on était à la version 6, je crois. Et c'était la quasi stable, puisqu'il n'y a eu qu'une seule 7. version après, je crois. Ou 7 peut-être, ouais. On est à 9 là. Ou 8 du coup. 8, 9. Moi, j'ai- Ouais, enfin bon. Mais ça allait super vite. Google I.O. le 7 mai, ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. De Tesla. Tesla, évidemment, Ouais. puisque on a eu l'annonce la semaine dernière du modèle Y. Ce fameux modèle qui vient compléter la gamme tant attendue de Tesla pour former la dernière lettre du mot de cette gamme. Regardez-moi Voilà. ça. Sexy. Modèle S, Sexy. modèle 3, modèle X et modèle I Y. know it. Voilà, qui était la petite blague de Elon hein, qui voulait lancer ça. Voilà. Oui, la version Android Q, c'est la version 10. Oui, on parlait de celle de l'année dernière en fait. Donc c'est quoi? C'est un compact, c'est un compact crossover, si vous voulez, qui reprend, tiens, je vais mettre des petites captures en attendant, qui reprend la base de la Model 3. Donc elle partage énormément de composants avec la Model 3. Je crois que c'est, oui, plus de 75% des éléments sont communs avec la Model 3. Donc ils ont juste un petit peu retravaillé l'habitacle et l'arrière, exactement. Elle est 10% plus grande et du coup 10% plus chère. Ouais, après c'est la même plateforme, vraiment. C'est vraiment une plateforme. Alors ils ont fait le choix de ne pas mettre les ailes en les Falcon Wing, là, celles qui s'ouvrent comme la Model X, sachant Le que prix. au départ c'était vraiment pour une question de prix, sachant que dans les plans initiaux historiques, ils avaient prévu de le mettre, mais ils ont fait marche arrière là-dessus. Non, mais en échange, toit vitré tout le long de série et sur tous les modèles, c'est pas mal. Ouais. Donc là, tu as une comparaison entre la Model Y en bas et la Model 3 au-dessus. Donc on voit vraiment que ça partage beaucoup de choses. Un peu plus surélevé, un peu plus gonflé et l'arrière un petit peu retravaillé. Alors c'est surtout la face arrière d'ailleurs, j'en ai pas mis de pleine face, mais voilà. L'autonomie, puisque c'est ce qui nous intéressait là-dessus, 480 km. Et la face arrière ressemble finalement à la Model X, je trouve. Ouais, j'en ai une un peu comme ça, tu le vois un petit peu de travers. Ouais, ça Voilà. ressemble un peu à la Model X, effectivement, vu comme ça. 480 km d'autonomie et jusqu'à 7 places à l'intérieur, donc ça commence à être pas mal, ça fait une vraie familiale intéressante, sans être dans la gamme la plus chère. Les prix commencent à partir de 39 000 $ pour les premiers modèles, sachant que ce ne sont pas ceux qui sont commercialisés initialement. Ouais. Les 39 000 $, ce sera celle avec la petite autonomie, et ils vont commencer par la version long range, évidemment. Ça sort, alors c'est déjà commandable et ça sera pour des livraisons dès 2020 aux États-Unis et pour les long range initialement et après en 2021 pour les plus petits modèles. Alors on a. Tout le monde veut une long range. Ouais, alors les tarifs ça monte jusqu'à du coup 69 000 €. Là pour le coup c'est le store belge qui permet d'avoir un petit peu un ordre d'idée du prix qu'on pourrait avoir en France. C'est pas si cher, enfin pas si cher. Là, on est sur la plus grosse. Hein. Oui. Alors, il manque les options du type l'autopilote autonome complet. C'est ça, 5000 de plus. Et une autre option, je sais plus ce que c'est. Donc voilà. 480 km, tu vois, 241 km/h. Et puis voilà, le 3,7. Bah là, ils vont taper clairement les BMW, Audi. Ah, mais sur cette gamme de prix-là, voilà. Ils sont même plus intéressants. Ça, les Q3, même là, un Q5, je pense que tu peux. Ouais, t'arrives à. Enfin. Tu dépasses. Hein. Voilà, en termes de tarification, voilà, c'est pas déconnant du coup. Non. L'électricité versus diesel, quoi. C'est ça. Moi, il y a un truc qui me. La calandre avant, elle me paraît super imposante. Bon, là, il n'y a pas la plaque. Bon, t'as la plaque aussi dessus. C'est vrai qu'elle a un museau. Mais t'as un museau assez conséquent, du coup. Ça me paraît super bizarre. Tiens, tu vas le voir encore mieux ici. Voilà, ça fait assez bah, la Model 3 est pareil. Hein. La Model 3 est pareil, ouais. Donc bon. Et alors il faut savoir que cette gamme de véhicules, donc ils sont vachement attendus là-dessus, notamment aux États-Unis, parce que c'est un des véhicules les plus prisés, les crossovers et les compacts comme ça, pour les véhicules notamment familiaux. Voilà. Alors ça passe après les pick-up quand même, hein. On est aux États-Unis, mais c'est vraiment une gamme qui était hyper attendue là-bas. Donc voilà, plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Moi je reste plutôt sur la Model 3 hein, quand même. Moi en termes aussi. de gamme, je trouve qu'elle. Enfin, en fait, ça, si t'as besoin de cette place, ok. Ouais. Mais si t'as pas besoin de cette place, plutôt la Model 3. Et déjà, ne serait-ce que parce que celle-là, elle a, je trouve, un look. Bah, ça fait grossi, tu sens qu'elle a été gonflée. Surtout en hauteur. Ouais. Moi, j'ai un vrai problème avec la hauteur de l'habitacle. Tu regardes la tête du bonhomme dedans. J'ai pas envie de toucher forcément le pare-brise avec ma tête, c'est pas ça. Mais. On dirait, je sais pas, qu'elle a été tirée vers le haut, tu sais. Un mauvais stretch sur Photoshop. Ça fait un peu ça, quoi. Sans respecter l'aspect ratio. Là, c'est ça. Ils ont pas préservé la proportion. Très bien. Ouais, c'est ça. Bon, voilà.
Mais elle est pas vilaine, hein, mais voilà, c'est pas. J'avoue que j'ai une préférence plus pour la Model 3. Non, c'est tout ce qu'on s'attendait de l'annonce, pas de grande surprise. L'habitacle, je ne l'ai pas présenté, mais c'est vraiment l'habitacle de Model 3, avec le grand écran central type tablette. Donc, c'est donc, pareil. ouais, c'est pareil. Il y a que les sièges arrière qui sont de la troisième rangée. Oui, pour les 7 Qui places, sont les deux un derrière. petit peu différents. Ouais. Ouais, forcément. Et qui se rentrent dans le sol pour pouvoir avoir un coffre. Exactement. Voilà, voilà. Ah, on va parler un petit peu de mathématiques. Puisque la semaine dernière, le même jour que l'annonce de la Model Y, c'était le P-Day. Et donc du coup, le Happy P-Day. Et oui, parce que en anglais, Happy P-Day. En anglais, en Amérique surtout, on met le mois avant le jour. Et du coup, ça fait 3-14. Et voilà. Pour le 14 mars, évidemment. Quelle bande de geeks. Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ce Happy P-Day? Alors, il y a eu notamment un truc intéressant que j'ai retenu, qui est le nouveau World Record pour le calcul du nombre de décimales de pi. Et oui, mon cher ami. Et ça a été fait par une employée de chez Google. Ils en sont à, alors attendez, tenez-vous bien, 31,4 billions, on dit en français, et trillions du coup en anglais, de décimales après la virgule. Un truc de malade. Voilà, ça fait 10 puissance 12 quand même, donc ça fait beaucoup de chiffres. Mais what for? Et donc c'est 9 billions de plus que le record précédent. Donc autant te dire qu'ils sont vraiment allés beaucoup plus loin. Pourquoi faire? Je vais vous le dire à la fin. Alors déjà, comment ils ont calculé ça? Ça c'est un truc qui me rend super curieux. Alors déjà, ils l'ont fait sur les serveurs Google Cloud. Donc ils ont pris le GCP, Google Cloud Platform. Ils ont évidemment, ils sont à la maison. Ils ont dit, allez hop, filez-moi le serveur le plus cher, je le prends, je vous le réserve pendant 2 mois et puis il va tourner au taquet, bougez pas. Alors ils ont utilisé un outil qui s'appelle Y-Cruncher. C'est éco-friendly, hein, vous inquiétez pas. Y-Cruncher, Y-Cruncher, qui est un outil de benchmark en général de machines. Voilà, qu'on utilise pour benchmarker les rapidités des processeurs notamment, qui est écrit en C++ et qui date d'il y a 20 ans je pense ce truc-là. Et ils ont fait tourner ça pendant 121 jours. Bon voilà, très bien. Alors ils ont utilisé quoi pour faire tourner tout ça? Ils ont utilisé en gros une bonne batterie de serveurs. Donc il y avait 25 serveurs en tout, donc le petit nœud en vert en bas à gauche qui est le serveur qui fait le calcul. En fait, ils n'ont pas fait de calcul distribué, ils ont fait un calcul sur le gros serveur. Alors ils ont pris le plus gros disponible dans les serveurs Google. Il n'était même pas encore référencé au catalogue. Hein. Actuellement, il est 96 core vCPU, si tu veux, 1,4 Tera de RAM et 30 Tera de SSD. Autant te dire que une bonne petite machine. Quand je pense que avec la news suivante, ils auraient pu le faire pour beaucoup moins cher. C'est vrai. C'est peut-être le même en fait. C'est peut-être le même. Et alors dedans, t'as quoi? T'as deux processeurs Skylake Xeon, du coup, avec surtout les instructions AVX 512, qui est un des trucs intéressants pour cette expérience-là. Voilà. Et alors les 24 autres processeurs, serveurs, ils servent à quoi? Ils servent uniquement au stockage. Voilà, parce qu'il faut bien stocker tout ça. Parce que le problème du calcul de pi, c'est que le nombre de décimales derrière, il faut quand même les stocker derrière. Et puis c'est ce qui était en gros un des gros problèmes, un des gros enjeux dans l'expérience qu'ils ont menée ici. Alors, ils ont utilisé du coup, alors c'est intéressant comment ça se calcule, du coup j'ai un petit peu regardé ça, ils ont utilisé une formule qui s'appelle la formule de Judnovsky. Très bien. Eh oui, parce que c'est pas automatique le calcul décimal de pi, et c'est un bon gros truc mathématique qui est comme ça. Et ce truc-là, avec des factoriels, des machins, des sommes, ça te donne les décimales de pi, c'est incroyable. Très bien. C'est intéressant, vous savez ça? Ouais. Et bon, sur ce site, ils vous expliquent un petit peu tout le détail en fait, plus technique, comment ils en sont arrivés là. Et vous avez notamment la possibilité d'aller télécharger aussi le programme, le même, si qui vous l'essayez pour vous faire un petit peu peur sur votre machine, comment ça tournait. Voilà. Et ils expliquent, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un petit peu un post-mortem, ils expliquent un petit peu les problématiques qu'ils ont eues. Indépendamment d'utiliser ce benchmark-là, ils ont dû aussi, en fait, quand tu fais des calculs comme ça, il faut vérifier que ton calcul est juste. Donc en plus de faire le calcul, il faut derrière que tu vérifies que le résultat que tu as obtenu est correct. Donc en plus de calculer décimales, ils ont dû faire tourner d'autres serveurs pour... Alors là, ils l'ont fait sur une station de bureau plutôt, mais avec un Core i9 overclocké, un truc pas mal quand même, pour exécuter d'autres algorithmes, d'autres formules mathématiques qui viennent vérifier que les décimales sont justes. Voilà. Bien. Et le gros challenge, c'était effectivement la bande passante pour le stockage, puisque le processeur, il dépote en termes de calcul, mais le nombre de décimales derrière, il faut les écrire quelque part, d'où les 24 serveurs au cul pour stocker. C'est incroyable. C'est les serveurs que tu prends toi pour mettre tes serveurs web, tes machins et tout ça, eux, c'est juste pour le stockage. Carrément. Et donc maintenant, la suite, c'est quoi? Merci de faire en sorte de stocker rapidement. C'est un peu ça.
La suite, c'est quoi? En fait, ils ont mis à disposition tout ça dans un site qui s'appelle pi.delivery, qui est, voilà, vous avez ça qui, du coup, vous met à disposition ces calculs de décimales. Vous avez une API pour pouvoir requêter ça. Si vous voulez vous amuser, vous allez pouvoir dire, je veux les décimales de pi de temps à temps, voilà, par paquet de 100. Quelle est la milliardième décimale? Exactement. Et sinon, tu as un snapshot, tu as un disque qui est disponible en snapshot sur la plateforme Google Cloud, qui permet de, si tu as envie de monter d'environnement en ayant l'ensemble des décimales stockées, tu peux aller chercher un disque et le monter sur ton serveur et tout ça. Trop bien. Et c'est vachement bien. Tout ça. Voilà. Alors quel est l'intérêt de tout ça? Ouais. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, si ce n'est la performance technique, parce qu'en fait, même les entreprises, ou en tout cas les institutions qui ont le plus besoin de précision dans Pi, la NASA, on peut imaginer, ils se servent que de 15 décibels maximum. Très bien. Pour envoyer des fusées dans l'espace. Voilà, tu vois, donc ils descendent pas en dessous de ça. Donc voilà. Et après, si on veut, par exemple, mesurer la circonférence de l'univers visible, donc toute la partie visible, avec une précision de l'ordre de 1 atome, en fait, il suffirait de 40 décimales de pi, juste. Hein. Donc là, on en est largement loin, donc ça sert strictement à rien. Voilà. Mais c'est beau. Voilà. Tiens, regarde ça. C'est beau, ça. Ouais. 96 cœurs qui tournent à quasiment tous 100%. C'est bien, hein. Ça va faire rêver des sysadmins là qui nous regardent. Ah ouais, je pense aussi. Hein. J'ai redonné les news, hein, justement. Pas de problème, du coup, on va parler de processeur encore. On va encore parler de processeur, et justement d'une machine qui aurait très bien pu faire ce calcul-là pour beaucoup moins cher. On va parler des iMac qui ont été mis à jour. Merci pour le sub. Damios, merci. Puisque les nouveaux iMac avec les processeurs de dernière génération, incluant on va dire le GPU, vous savez, les GPU intégrés, vous avez des Intel dégueulasses quand vous achetez des cartes Intel. C'est clair. Et bien là, ça devient du AMD, et du AMD pas trop dégueulasse. Parce que c'est la AMD Vega, donc voilà. Ils ont fait un update de leur config, donc je vous montre là vite fait. Les différentes configs, là c'est les 27 pouces. Voilà, vous avez des options d'ailleurs sympathiques dessus. En termes de tarification, ça reste à peu près la même chose. Le 21 pouces, c'est pareil. Vous avez de la Radeon Pro sur le 21. Voilà, Pro 575, 555 et tout. Et attends, sur la 27, je crois que c'est sur celle-là. Voilà, la Pro 580X, qui est vraiment, vraiment cool. Le micro est mal orienté. C'est moi qui me suis avancé, désolé. Shampoo Mix. Donc, ça dépote graphiquement, mais surtout, ils ont rajouté des options sympas sur l'iMac Pro. Ah, c'est vrai? Mais oui, et grâce à ces options, nous pouvons atteindre la somme Maryse de 19 132,98 €. Mais j'achète. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui coûte cher dans cet ordinateur? À peu près tout. Mais grâce à lui, vous pouvez calculer 100 000 milliards de décimales de pi. Voilà. Alors non, évidemment, pour ce tarif-là, vous avez que 18 cœurs, hein, évidemment. Mais par contre, vous avez 256 Go de RAM. Et minimum. Ces 256 Go de RAM sont facturés en euros, 6 400 €. Juste l'option, ouais. Juste pour passer de 16 à 256, il faut voilà. lâcher 6200 €. Il faut lâcher 6000 et quelques euros, voilà. Ça double le prix de la machine, en fait. Rien que ça, mais c'est merveilleux. Bon, bref, c'est surtout pour souligner qu'Apple avait mis à jour enfin sa gamme. D'ailleurs, j'ai pas connaissance comment s'appelle, d'autres ordinateurs qui utilisent ces processeurs Intel avec copros AMD. Et c'est exactement ce que je me demandais en fait. Je crois que c'est les premiers. C'est les premiers à le faire. Même pas dans le commerce, tu vois, sur les ordi portables, des trucs comme ça. Si, j'en ai vu. T'en as vu sur le portable ? Alors, je crois qu'ils ont annoncé, je pense qu'ils sont pas encore commercialisés. Il y a des constructeurs qui se placent dessus parce que ouais. Pour faire concurrence justement à Intel. Ouais. Enfin, à Nvidia, pardon. Nvidia, ouais. Mais c'est assez étonnant, et du coup, voilà, la qualité, le prix s'oublie, la qualité reste, évidemment, comme d'habitude. Dans la série des mises à jour, on a aussi eu les iPads. Alors, les iPads avec le retour du mini et du R. Oui. Rien que ça. Plus d'iPad encore. Toujours plus d'iPad. Donc, la gamme maintenant, c'est mini, R, iPad tout court, iPad Pro. Alors, les nouveautés... Mais pourquoi ? Ouais. En fait, l'iPad Air qui débarque, finalement, c'est un iPad Pro de la génération d'avant. Pas le 2018, mais le 2017, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué quand même. Hein. Ça devient compliqué. Hein. Pourtant, en gros, c'est l'iPad 10,5 pouces, mais avec les bords et le Touch ID. Tu sais, il n'y a pas le Face ID. C'est pas le nouveau design, tu sais, comme j'ai là. Ouais, bon, bref, c'est compliqué. Non, mais t'imagines? Parce que ça, c'est... Je suis d'accord. Okay, l'intérêt, c'est que vous avez plus de choix. Non,
Le processeur A12 Bionic avec Mais il est en partout, Neural maintenant. Engine. Ben non, Alors, sauf sur le 9 pouces. non, pas sur Alors, le Pro en 10,5 pouces avec le design de l'année 2017. Il est resté sur le A11. Tu m'as perdu. Ouais, je pense sais. que tu m'as perdu. C'est compliqué, mais c'est comme ça, c'est la vie. Même l'iPad mini dispose du A12 et ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Après il n'y a pas vraiment de très grosses nouveautés. Si les écrans ont changé, ils ont des écrans laminés maintenant avec affichage True Tone. Enfin bon bref, c'est assez sympathique en termes de qualité d'écran. Mais en fait on s'en branle un peu. Surtout ce qui est intéressant c'est la tarification puisqu'on se retrouve avec 19 900 €. Non, non. On est à, si je dis pas de bêtises, le premier prix c'est 399 € Pour le mini. pour le mini. Et t'as une machine avec le A12 dedans qui est plus Ah, que c'est correct. Ils prennent le Pencil tous les deux. Oui, ça c'est une des nouveautés. Donc Pencil de première génération, celui qu'on branche, vous savez, sur le côté. Ou sur la souris. Ou sur la souris, ou sur ce que vous voulez en fait. Sur le clavier, peu importe. Du coup c'est... Qui recharge qui? Ouais, mais du coup, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. En termes de tarifs, ils sont bien placés. Pareil, ça reste, pour moi en tout cas, je trouve la référence en termes de tablette. Sachant Ah bah. qu'avec le A12, Est-ce qu'il y a une concurrence en fait? oui, c'est ça le problème. Sur le A12, en plus, vous avez la possibilité de faire, je vous avais parlé de l'appli Luma Fusion. Vous pouvez faire du montage assez facilement. Alors moi, j'ai Ça, un c'est A12X dans le Pro. Donc c'est Attention. celui du dessus. Bon, il y a juste, je crois qu'il y a plus de RAM et il est un poil plus cadencé, un poil plus rapide. Mais n'empêche que c'est de très très belles machines. Ça dépote, c'est Ouais, ça incroyable. dépote. Compatible clavier Bluetooth tous. Enfin voilà, il y a que l'iPad Air qui dispose Bluetooth du tous clavier. Ouais, du clavier, tu sais, avec les connecteurs derrière. Ah oui, Voilà, je sais plus comment il appelle. oui, Bon, le connecteur la arrière. cover avec le Voilà, pour le manger le dessus. Smart Keyboard Cover Magic. Le mec qui invente des trucs. Ça pourrait s'appeler comme ça d'ailleurs. C'est vrai, ça pourrait être. Ça pourrait très bien s'appeler comme ça. Mais voilà, lui est compatible avec, les autres non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il reprend vraiment le design de l'iPad Pro précédent. Il y a une différence quand même. C'est que l'iPad Pro, qui est encore en gamme, hein, c'est compliqué parce qu'il y a le Non. R plus le Pro, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et tu sais ce qu'il faudrait faire? Un jeu. Tu fais des cartes avec positionner Et non, la mais en gamme fait, il a le d'Apple. meilleur appareil photo, le Pro. L'autre n'en a pas un moins bon. Mais par contre, il a un processeur moins bon. Lui a le dernier. Mais par contre, l'autre a un écran qui est un peu mieux. Faut faire un 60 compromis. FPS et l'autre non. Enfin, C'est bon, qu'une c'est question de n'importe quoi. compromis. Mais Bref. bon, en tout cas, voilà. C'est Non, à mais si tu veux souligner. prendre un iPad, donc t'oublies le Pro, tu dis ok, pas le mini, et t'es au milieu, et t'es pas encore réussi à choisir. Non, et le R est pas mal. Et voilà, et le R est pas mal, et tu te dis, mais comment je choisis? Si tu veux la Pile ou puissance, face? si tu veux la puissance, tu prends le R. Si tu veux. C'est pas non, logique. c'est pas logique. Jusqu'à présent, Non, mais je c'était suis l'inverse. Le R, c'était pour la portabilité. Bon, pour- c'est complètement ouais. con. Le mini, c'est bien si vous cherchez un petit iPad. Oui, c'est bien Voilà. qu'ils remettent le mini dans la course. Voilà, C'est intéressant. 7,9 pouces, c'est pas mal. Et surtout, il est puissant, donc c'est plutôt cool. Là, le vrai, tu sens que le move, c'est la semaine prochaine, il y a la keynote Apple avec le contenu. Ouais. Et tu sens le move de, il faut absolument que les gens puissent se payer un iPad mini pas trop cher, qui puisse faire tourner notre application pour partage de vidéos, machin et tout ça. Voilà, enfin, pour lecture de vidéos Ça va SVOD. être ça pour la consommation Tu de sens que de c'est contenu. vraiment ça. D'ailleurs, au passage, on ne fait pas de news dessus, mais ils ont annoncé du coup les nouveaux AirPods avec rechargement sans fil. Le boîtier coûte 50 € de plus. C'est ça. Voilà, il vaut 89 € si vous l'achetez seul, si vous avez Ah, déjà des AirPods de première Pour 5 génération. heures d'autonomie en plus, quand même. Ouais. Et En d'ailleurs, lecture. les AirPods eux-mêmes ont aussi une meilleure autonomie, Ouais. les nouveaux, et ont le Siri Always On. Enfin voilà, c'est 229 € si vous voulez le tout. Et les anciens sont toujours à 179, ça n'a pas changé, ils n'ont pas augmenté de prix. Ça aurait pu, puisque le trackpad a pris 4 € au passage. Le trackpad solo, tu sais, qui vendait, je crois qu'ils l'ont augmenté de 4 €. C'est comme ça. Comme ça, Allez, hop. oh non, c'est nous qui offrons, c'est 4 € de C'est plus. parti. Voilà. Alors que le case présenté par Cédric coûte 7 €. C'est vrai, le surcase tu sais, que tu branches, c'est 7 Oui, €. c'est vrai. Et ça marche très bien, hein, j'en suis hyper content et tout, pas de soucis. Enfin bref, voilà, c'est les mises à jour d'Apple pour ça. On sent pointer quand même. Il y aura peut-être une annonce matérielle à la keynote. Tu crois? Ouais, peut-être pour le fameux iPod vidéo. Ah Ça oui, débarque. pour le jeu. Parce que là, pour le coup, Mais pas pour le que. jeu, la vidéo et Mais tout oui, ça, ça carrément. serait complètement dedans. C'est vrai. Alors bon, Tu crois qu'ils vont annoncer leur plateforme de jeu de streaming? non, Surprise! non. Non, ils Par sont contre, pas. je verrais bien, tu vois, il y a déjà de la vidéo dans Apple Music. Je les verrais bien soit séparer les services, soit créer un service qui regroupe tout, mais qui s'appellerait du coup pas Apple Music.
Apple Vidéo. Non, Apple VOD. Apple Show ou Showtime ou j'en sais rien, tu vois. Dans lequel tu aurais et la musique d'un côté et la vidéo de l'autre. Enfin, j'en sais rien. C'est un peu compliqué, mais... iTunes Vidéo, ils vont ressortir la marque. Et on l'a appelé iTunes. What? C'est ça. Bref. Allez, justement, on va parler d'un GAFAM à l'autre. Il n'y a qu'un pas. Go, Google, Stadia. Stadia, le pluriel de Stadium. Oui, ou on peut dire Stadiums en anglais avec un S. Mais voilà, merci Endymion pour le sub. Et on peut dire Stadiums, mais apparemment c'est plus, tu sais, c'est rentré dans les, on va dire dans le langage courant. Mais en vrai, on dit Stadia. Bref. Merci. Voilà. Allez, news Alors, suivante. c'est bien. Non, Google Stadia, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le système de streaming de jeux de streaming, attention, de streaming de jeux. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quelle plateforme, c'est un peu ça la promesse. Project Stream qui a son nom final. Voilà. Et a priori, tout se passe dans Chrome, puisque c'est ce qui a été dit et montré en tout cas. Le client, c'est Chrome. Le client, ça s'appelle Chrome. Et Chrome est quand même installé sur beaucoup d'appareils. Ah bon? Oui. Je sais pas. Bon, il y a pas mal de trucs vraiment sympathiques dessus. L'idée quand même générale, c'est que contrairement au Shadow, puisqu'on avait parlé déjà de Shadow et tout, c'est que on n'a pas un bureau distant avec Windows, machin et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vous lancez un jeu qui est en instance sur un serveur et qui s'affiche chez vous. Là où ça va hyper loin, c'est qu'on peut lancer le jeu de plusieurs façons. Et ils ont fait une démo. C'est par exemple, il y a une publicité sur un jeu qui dit, tu vois, une publicité d'un jeu dans une bannière. Et tu as un bouton Play Now, tu cliques dessus et ça lance le jeu. Voilà. Ou par exemple, un pote te dit, hey, tu veux jouer avec moi et t'envoies ça sur un Messenger quelconque ou dans un mail. Tu ouvres le lien, et t'es dans le jeu, direct. Zéro temps direct. de chargement, rien du tout. Enfin, t'y es direct, voilà. Ou par exemple, tu es en train de regarder une vidéo YouTube d'un mec et tout ça, machin. Un clip, comme sur Twitch. Exactement. Et t'as un bouton. Play Now. Jouer maintenant. Et bam. Voilà. Et du coup, tu y joues maintenant. C'est tellement bien pensé. Bah oui. Donc bon, c'est vraiment cool la façon de lancer le jeu et tout ça. Et là où c'est bluffant, c'est que la techno derrière est quand même super bien pensée. En fait, ce qui se passe, c'est que votre Chrome va uniquement afficher les contenus. Alors, ils ont dit jusqu'à 4K, 60 fps, HDR, Surround. Pour le moment. Voilà, pour le moment, ils veulent aller plus loin. Vous récupérez l'affichage là-dedans. Mais comment est-ce que vous envoyez les commandes? Ben là, il y a deux méthodes. Si vous jouez à un jeu souris-clavier sur votre ordinateur, ben, souris-clavier de votre ordinateur. Mais surtout, ils ont lancé un contrôleur, lui. Et lui a cette particularité qu'en fait, il n'est pas du tout connecté à votre machine. Il est contrôlé directement à Stadia. C'est-à-dire que vous pouvez... En Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout connecté à votre machine, pas besoin de driver ou de quoi que ce soit. Et il communique directement avec le serveur, donc pas de latence entre lui et le PC et le PC et le serveur. Il n'y a pas de rebond. Hein. Voilà, il n'y a pas de rebond. C'est je parle directement avec le serveur, la manette, et le serveur me renvoie les informations sur l'écran sur lequel j'affiche. Et c'est quoi l'intérêt? C'est que du coup, la manette, elle est compatible avec absolument tout ce qui existe. Donc, les tablettes et compagnie, mais surtout les Chromecast. Parce que Chromecast aujourd'hui, le Chromecast Ultra par exemple, on n'y branche pas une manette. On ne la connecte pas en Bluetooth ou rien du tout. Par contre, il va très bien afficher le jeu. Et la manette, elle, sera connectée directement au jeu via le Wi-Fi et le cloud chez vous. Donc c'est un peu la fête à la saucisse. Et là où c'est fou, c'est qu'en faisant ça, du coup, tu peux passer d'un écran à l'autre sans avoir à déconnecter ta manette et la reconnecter à l'autre device. Ils ont fait la démo, ça c'était assez ouf. Ouais. Voilà. Le Continuum... Voilà. C'est quoi, Continuity ou je sais pas quoi. Ouais. Bon bref, c'est ça. Donc là, par exemple, le mec, il joue sur sa tablette, mais il se tourne vers son écran Chromecast. Et ben bim, il joue sur son Chromecast. Ça reprend direct à l'endroit où il était. Zéro temps de chargement, c'est la fête. Et ta femme te dit, hey, il faut aller manger, chérie. Oh, ben tu coupes. Et quand tu reviens, t'es exactement où t'en étais. Non, mais t'es exactement où t'en étais. Ouais, ils ont fait un gros travail sur le... T'éteins ton ordi et t'en restes où t'en étais. Sur l'état dans lequel tu es dans le jeu. Bah oui, c'est ce que tu disais sur le fait de partager, etc. Ils ont fait ce qu'ils appellent le stage share. Oui. Qui permet d'avoir une notion complète de l'état dans lequel est le jeu. Et tu peux le partager en fait. Exactement. C'est plutôt pas mal. L'inventaire, la vie, la position dans le jeu, enfin tout ça. Et du coup, c'est ça tu peux trimballer partout. C'est top. Donc là, ils nous ont expliqué qu'il fallait des kilomètres de fibres, des serveurs dédiés, des machins, des trucs. Donc là, on voit une LAN serveur. Et à droite, ce que vous voyez, c'est pas du tout une box que vous installez chez vous. Mais c'est plutôt ce qui va servir aux développeurs pour tester leur jeu directement sur la plateforme Stadia. C'est les dev kits.
c'est les dev kits, et les dev kits vont vachement loin, puisqu'ils ont donné des exemples même très très cons, hein, d'un jeu là, avec leurs nouveaux outils de développement, où ils expliquent, on veut appliquer un style à un jeu, on choisit une image, et grâce à l'intelligence artificielle, le machine learning et tout ce que tu veux, il va appliquer ce style au jeu, enfin à l'image qui est affichée et tout ça. Ça va permettre de développer les jeux plus rapidement, c'est ce qu'ils disent, ou de chercher des ambiances graphiques particulières et compagnie. Bref, le truc est assez dingue. Et ils l'ont montré, ils le changeaient à la volée. Hein. Le type, c'est incroyable. Et tout le calcul se fait là-bas, sur des grosses machines. Donc vous pouvez avoir l'ordinateur le plus anémique de la Terre. Tant qu'il affiche correctement une page web, un Chromecast, dire, bon, je pense que t'es pas loin du truc. Non, mais c'est ça. Donc du coup, ça fonctionne. Bientôt, ça fonctionnera sur votre frigo sans souci. Un frigo Android avec un navigateur Chrome, c'est bon. Parfait. Vous pouvez. Putain, cool. Donc voilà, c'est assez dingue. Ils expliquent aussi que quand vous faites du jeu multijoueur, par exemple, ils créent des espèces de LAN virtuelles, c'est magnifique. Mais surtout, en fait, vous pouvez avoir l'affichage des différents points de vue de tout le monde. Vous pouvez streamer les différents points de vue de tout le monde top, directement par le truc. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de puissance, de rien du tout. Vous dites, j'affiche tel machin, tel truc. Et tout ce qu'ils expliquent, c'est que du coup, ça va créer des nouveaux gameplays vraiment sympas. Genre un maître de jeu qui voit où sont les autres et qui pilote le jeu à distance, machin et tout ça. C'est un peu la démo qu'ils ont faite. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Il y a id Software qui est venu pour nous faire une démo de Doom. Doom Eternal. Doom Eternal, voilà. Et ils ont expliqué qu'il aurait fallu 2 semaines pour recompiler le truc correctement et en avant. Ça supporte Unity, Unreal Engine, tous les trucs. Comment ça pour recompiler? Et ils ont dû faire une petite adaptation. C'est un des soucis du truc. Voilà. Non, on a un mariage des gens qui sont pas contents. Quand on le dit, il faut recompiler, ils klaxonnent. C'est ça, voilà. On n'est pas content. Pas content. Alors, des choses intéressantes aussi que j'avais notées en complément, c'est qu'ils ont travaillé avec AMD sur des GPU. En fait, les lames de serveurs, c'est pas des serveurs que tu trouves partout. Random, non. Ils ont conçu des GPU particuliers à base d'AMD du coup pour intégrer ça dans leur lame. Voilà, en concurrence d'NVIDIA évidemment. Et ah oui, au niveau de la bande passante nécessaire, puisque évidemment, on parle de jeu en streaming, il faut pouvoir avoir de quoi l'afficher. Ils avaient annoncé au début qu'il fallait une bonne connexion, ils ont précisé ça là aujourd'hui, qui est de l'ordre de 30 mégabits par seconde. Sans préciser la latence. Mais bon, 30 mégabits par seconde, un bon ADSL voire un SDSL, ça peut le faire aussi. Donc la fibre, c'est pas encore forcément indispensable pour eux. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et au lancement, par contre, ça sera que sur Chromecast Ultra. Les autres, ça sera plus tard, notamment les téléconnectés, ça sera un peu plus tard. Ils ont pas pensé oui. Voilà. Le vrai souci par rapport à tout ça, c'est que c'était une belle démo technique, tout ça, mais que derrière, on ne sait pas comment ça va marcher. Il y a Ubisoft qui a annoncé qu'il serait partenaire. Ouais, mais on ne sait pas quel catalogue de jeux il y aura. Non, mais tu peux t'attendre à avoir déjà tous les jeux Ubi. Tous, tu sais pas. Ils ont fait la démo avec Assassin's Creed sur Project Stream. Les AAA, je pense qu'ils les AAA, oui, les derniers. The Division, tout ça. Ils expliquaient d'ailleurs que le gros avantage, c'est que pour les jeux réseau, en plus, tu bénéficies, comme c'est que tu fais que l'affichage, tu bénéficies de latence de malade. De latence une fois sur le serveur, entre les instances sur le serveur. Incroyable. Oui, mais après, tu as les latences. En fait, tu as le même problème, sauf que tu la déplaces. Tu déplaces ta latence. Tu la mets entre le joueur et l'unité de calcul, plutôt que l'unité de calcul en local. Et voilà. Mais c'est pas mal. Non, c'est très intéressant. On en saura plus cet été pour le 3. Ils en annonceront plus de choses, notamment le catalogue et le modèle économique, puisqu'on ne sait pas les tarifs, notamment. La location, puisque là, pour le coup, on ne possède pas de machine, on ne possède pas les jeux, quel sera le prix de la location, tout ça, on ne sait rien. Voilà. Et en parallèle de ça, ils ont annoncé la création d'un studio interne. On n'en est pas la semaine dernière, puisqu'ils avaient récupéré une productrice de jeux de chez EA, notamment. Jade, et du coup ils ont créé un studio de jeu qui s'appelle Stadia Games and Entertainment qui va être dédié à développer des jeux pour cette plateforme. Voilà. Des exclusivités AAA qui ne seront pas portées ailleurs. Parce qu'avoir utilisé des spécificités de la plateforme, genre le multi-machin, voilà. Heureusement qu'ils le mettent en avant pour différencier ça. Voilà. Moi le truc qui me chagrine, c'est que ça reste une nouvelle plateforme de jeu. Alors c'est à base de Linux, donc ça veut dire qu'il y a du portage à faire. Donc il faut... Là, ils sont dans une position de séduction, c'est-à-dire qu'il faut il faut qu'ils séduisent à la fois les développeurs, donc c'est ce qu'ils commencent à faire avec les partenariats, et à la fois les joueurs pour se dire, c'est le fait la poule, quoi. Il faut initier la machine pour que derrière, tu puisses alimenter et les joueurs et les éditeurs en rémunération. Donc bon, il y a une belle carte à jouer. C'est une belle démo technique, en tout cas. Non, c'était vachement bien. Après, Nico dit, oui, pas de fond vert, pas de webcam, machin, tout ça. Non, mais
tu fais un... Ah, ils Enfin, feront quelque chose. non, voilà, je pense qu'ils feront un truc, mais même pire que ça. Enfin, tu sais, T'as plus besoin de fond vert. non, mais non. Google Hangout, non, mais Google Hangout fonctionne avec un plugin de Chrome. Et il prenait très bien la caméra et le son. Enfin, voilà, c'est vite fait de faire le truc, hein. Après, si tu veux faire ça comme un vrai streamer professionnel, tu captures juste ton navigateur et tu lances ton OBS sur ta machine. Ta machine n'aura juste à faire que du OBS, quoi. Donc voilà, et tu streams où tu veux, hein. Tu peux toujours faire ça, ouais. Voilà. On dit que ça ressemble beaucoup à du SteamOS. Alors, ça ressemble parce que c'est du Linux pour le jeu, si tu veux faire le parallèle. Par contre, c'est pas du tout la même machine de guerre derrière. Donc là, je pense qu'ils ont mis la barrière à vraiment un cran plus haut. Moi, ce qui me manque, c'est le catalogue des jeux indés, quand même. C'est vraiment ça qui me chagrine. Parce que c'est quand même une grosse manne. C'est ça qui fait. C'est ça qui a notamment porté la Switch. Oui. Entre autres, il y a les grosses licences Nintendo, mais c'est ça qui a porté la Switch. S'ils ont pas ça, s'ils n'arrivent pas à séduire les indés, et pas que les AAA, ça va être compliqué. Oui. Enfin, ça va être compliqué d'avoir que ça comme plateforme de jeu. Donc ça veut dire qu'ils pourront pas faire une tarification trop élevée. Alors la manette, on va en parler vite fait quand même. Ouais. Beaucoup de gens qui ont dit oh mais c'est quoi ce truc, c'est trop écarté, c'est trop machin. Et les premiers retours sont plutôt qu'elle en fait les gens étaient surpris en disant mais finalement en fait elle est vraiment super agréable, quoi. La petite démo qu'ils ont faite, on voit le bouton Google Assistant quand même, on va en parler vite fait. Vous le voyez à gauche. L'intérêt du Google Assistant, c'est genre vous êtes bloqué dans un jeu, vous dites ah comment est-ce que je fais pour faire ça, et tu demandes à l'assistant qui va t'afficher une vidéo YouTube par-dessus ton jeu du passage que tu veux essayer de C'est le bouton résoudre. cheat. Voilà, c'est ça. C'est l'ETAJV, c'est le bouton ETAJV. Purée, c'est ça. Et, c'est ça. Et une fois que tu as La appuyé sur le outline. bouton ETAJV, voilà, c'est ça. Il te dit voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et tu fais ah ok. Et hop, tu vires le truc et tu le fais. Voilà. Ah, l'ETAJV, purée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ce nom-là. Et voilà. Excellent. Bon. Allez, Microsoft. voilà. D'une plateforme de jeu à une autre, il n'y a qu'une news. Mais ouais. Microsoft, du coup, le concurrent direct, a annoncé, pareil à la GDC, sa GameStack et en même temps la dispo du Xbox Live sur iOS et Android. Ouais. Voilà, rien que ça. Alors le Xbox Live, c'est notamment pour tout l'aspect réseau des jeux. Donc ça sera disponible pour iOS et Android, pour les jeux mobiles qui pourront utiliser le réseau Xbox Live pour jouer en multijoueur. Ça va notamment permettre d'avoir quoi? Les achievements, les gamer scores, les stats, les listes d'amis, etc. Le chat avec tes copains et tout, nickel. Et du coup, ça permet encore une fois de promouvoir le jeu multiplateforme de Xbox. À la place du Game Center et du Google Play jeu qui est une bouse immonde pas possible. Enfin bref. Voilà, donc c'est intégrable du coup dans les jeux mobiles. Et en parallèle de ça, tiens, voilà, une belle incruste pour dire exactement ce que j'ai dit. Voilà. Wow. Magnifique. Celle-là, elle est indispensable pour la news, je pense. En parallèle de ça, ils ont annoncé... alors, tout ça, là, ce Xbox Live va faire partie d'un SDK qui est plus globalement compris dans la fameuse GameStack, qui est en gros tout ça, qui est un rassemblement de pas mal de choses qui sont déjà un petit peu éparpillées. Oui, alors ça m'a fait marrer. Mais tu vas comprendre pourquoi après. Donc ça, c'est rassemblement en fait des outils de dev Microsoft qui savent déjà très bien faire et de pas mal de services Azure et en même temps de PlayFab. Alors PlayFab, c'est une société qu'ils ont rachetée il y a pas longtemps, je crois que c'est 1 an ou 2 ans, qui est une société qui développe une plateforme de services de back-end, donc du back-end as a service. Ouais. C'est en gros un service côté serveur, donc dans le cloud, qui est dédié à toute une plateforme de jeu. Donc ce truc-là, ça va se charger notamment de proposer tout l'aspect jeu multijoueur, le matchmaking, pareil, le voice chat et le chat texte en jeu directement, et également la partie télémétrie, puisque les développeurs ont besoin de récupérer en gros des mesures de où c'est que les joueurs passent leur temps, où c'est qu'ils ont des problèmes, etc. Et du coup, tout ça, ça récupère des logs en gros, oui, grosso modo, des logs en jeu. D'où Power BI pour faire des gros graphiques d'analyse de business intelligence par-dessus tous ces logs-là. Très bien. C'est une bonne manière pour Microsoft de mettre en avant en fait tout ce qu'ils savent déjà très bien faire dans le monde de l'entreprise et du business, mais du côté des jeux vidéo. Voilà, donc tu as DirectX, Avoc et tout ça qui sont aussi dans le truc, c'est pas mal. Il y a Mixer au milieu, il s'est perdu là, je sais pas ce qu'il fait là. Ouais. Bon, tout ça, ça rejoint évidemment le mouvement de Microsoft avec tout ce qu'ils sont en train de faire autour du gaming. Donc il y a le Xbox Game Pass notamment, on en a parlé déjà plusieurs fois, et le xCloud, qui est là aussi leur projet de streaming là-dessus. Donc ils avancent depuis petit à petit toutes leurs cartes, et c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que là, ils misent beaucoup dessus quand même. Bien sûr. Puis, ils font tout avancer en même temps. Voilà, donc leur ambition, c'est évidemment de porter le jeu au-delà de la plateforme de jeu, donc du PC, du Xbox, peu importe, c'est vraiment... du jeu en fait dans le cloud.
Voilà. On a fait le software as a service, maintenant c'est le jeu as a service, mais c'est bien. directement hébergé comme ça. Voilà. C'est vachement bien. Alors il faut savoir que Microsoft, ils sont quand même champions de tout ce qui est outils de développement et plateformes de développement. Donc je pense qu'ils ont une vraie belle carte à jouer du côté des développeurs de jeux. Voilà. Vivement le 3, évidemment, comme nous dit Nico Poppy, il y aura d'autres annonces qui vont faire suite à tout ça, évidemment. Allez, dans le monde merveilleux des technologies, il n'y a pas que des moments de joie. Il y a des moments de deuil. Voilà, oh mince. Ah pardon, j'ai lancé en même temps. Inbox qui disparaît le mois prochain. Alors Inbox, qu'est-ce que c'est? C'était une startup à la base. Ouais, c'était une startup qui a été rachetée par Google. Ouais. Puis intégrée dans Gmail. Ils avaient fait une version Inbox de Gmail. Voilà. L'idée globale, c'était de vouloir réinventer le mail, de plus avoir un flux linéaire, machin, ça. Genre, vous recevez un mail et vous dites ah, c'est pas le moment, je vais pas le traiter maintenant. Rappelle-moi ça dans 1 heure, je serai tranquille. Mise en attente. Donc du coup, voilà, tu recevais à nouveau le mail dans 1 heure. Bon, il n'y a pas que ça, tu peux aussi l'utiliser sous forme de to-do, et l'idée c'est d'avoir une inbox 0, c'est-à-dire d'avoir traité tous tes mails. La classification aussi était pas mal. Ouais. Les labels et tout ça automatique et tout ça. Les labels automatiques étaient bien et tout ça. Ils avaient sorti une application dédiée du coup, qui s'appelait Inbox aussi, Google. Et bien ça disparaît le 2 avril. Ouais. Donc quand je dis le mois prochain, c'est même dans quelques jours en fait. C'est vrai, dans 2 semaines, même pas. Voilà, c'est dommage parce que le système était pas mal. Mais il y a des trucs qu'ils ont réintégrés dans Gmail. Oui. Mais c'est moins. Ça va pas aussi loin. C'est pas la fonctionnalité principale qui est mise en avant en fait. Ouais. Tu l'as dans un menu dans Gmail pour faire la mise en attente pour te l'envoyer plus tard. Tu l'as, mais il faut aller la chercher. C'est pas le swipe direct, slide left to right pour faire le snooze. C'est dommage. Google fait un service surpris. Non, ils en ont intégré les meilleures parties dans Gmail. Stadia. Stadia, ouais, ça fait un cas. Mais non, bon, honnêtement, c'est pas. Voilà. Enfin, je sais pas comment prendre la nouvelle. Ils sont peut-être encore une centaine à l'utiliser, peut-être. C'est un peu comme Google Plus à l'époque. Et moi, j'ai vu dans ma timeline du coup des gens qui se plaignaient. Du coup, j'ai vu qu'il y avait encore des utilisateurs qui s'en servaient et en tant que boîte principale. Bon, pourquoi pas. Mais il y a des bonnes idées. Il faudrait que ça soit intégré dans beaucoup plus de clients mail. Bon, enfin voilà, c'était la petite news comme ça en passant. News suivante. Et oui, encore du streaming de jeux. Oh mais cette fois chez Valve. Et chez vous. Et chez vous, parce que si t'as pas de data center comme Valve, tu fais quoi? T'as raté ta vie. T'as raté ta vie, du coup tu vas compter sur tes joueurs pour qu'ils aient leur plateforme chez eux, qu'ils vont eux-mêmes streamer. Voilà, et ça s'appelle Steam Link Anywhere, puisque c'est ton propre cloud gaming privé pour toi. Alors ils ont pensé à quoi Steam? Ils sont très forts. En fait, si tu as un bon PC de jeu chez toi, ils se sont dit tu pouvais déjà en fait streamer dans ton réseau local depuis ton PC sur des plateformes d'ailleurs. Le Steam Link, tu te rappelles le petit boîtier qu'ils ont bradé à moult fois, tu te trouvais ça avec des 10 € pas cher. Ça n'existe plus d'ailleurs. Ils l'ont plus au catalogue, par contre il y en a qui l'ont acheté, du coup qui l'ont. Et bien ça va pouvoir servir peut-être pour ça, puisque maintenant vous allez pouvoir streamer votre PC de jeu depuis partout, et pas que depuis chez vous. Donc si tu as un PC chez toi qui stream du jeu, tu le laisses allumer et tu as accès à ton catalogue Steam depuis partout, depuis une app mobile, depuis une appli sur Raspberry Pi également, en bêta, tu peux le faire. Apple TV. Et Apple TV aussi, ils l'ont. En fait, ils avaient testé déjà la Steam Link, l'appli, mais je sais pas si maintenant du coup elle est officialisée avec ou pas, mais c'était prévu. Et voilà, et du coup, sur un boîtier Steam Link, si tu en as un, sachant qu'évidemment, il faut aussi une bonne connexion, qu'il faut ton PC chez toi, sur la Shield, ouais, c'est vrai, puisque tu as Android, c'est pas mal. Il faut le PC laisse allumer, une bonne connexion, et puis avoir un point de terminaison de l'autre côté avec aussi une bonne connexion, et la manette de jeu et tout ça. Donc, ça commence à faire. C'est pas beaucoup, c'est pas terrible. Hein. Mais ils essaient d'y aller avec leurs moyens, les pauvres, chez Steam. Je pense qu'ils sont, oui, comme nous dit Nico Poppy, ils sont un peu en retard. En même temps, ils n'ont pas de plateforme de jeu de leur côté, eux. Ils ont juste un catalogue, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Ils ont essayé plein de fois d'aller sur la plateforme de jeu, leur Steam Machine, le Steam OS, tout ça machin, ça n'a jamais marché. Mais voilà. C'est dommage, parce qu'il y a une clientèle, mais voilà. Je pense pas qu'ils vont passer ce cap-là. Ils vont rester. Ça se fait avec un Shadow, non? Ah, ça doit pouvoir se faire avec un Shadow. Mais ça sert à quoi? Eh ben, c'est le Shadow qui, vu que c'est le Everywhere. Mais non, le Shadow, non, mais si t'as pas de PC de jeu, je veux dire, tu dois pouvoir le faire avec un Shadow. Tu prends un Shadow pour streamer avec la Steam. Non, si t'as pas de PC de jeu, mais que tu prends un Shadow chez toi pour jouer, toi, tout simplement, parce que t'as pas de PC de jeu. Oui, mais tu streames depuis quoi? Mais si t'as un Shadow, t'as ton client Shadow, du coup tu joues avec le client Shadow. Sauf si tu veux jouer sur une Apple TV, y a pas de client Shadow par exemple. Ou sur ta télé. Tu fais une Inception. Du coup, tu peux le faire avec. Tu démarres ton PC de jeu pour streamer depuis Steam Link dans ton Shadow. Ton PC de jeu, c'est le Shadow. Sur ton salon. Ton PC de jeu, c'est le Shadow. Tu vois?
Ouais. C'est lui qui a le Steam Link Mais Everywhere. t'as même pas besoin d'avoir un Shadow, c'est-à-dire que tu prends n'importe quel serveur en fait. Un serveur avec des GPU, tu lances tes jeux Oui, dessus. non, mais et bien tu sûr, Steam mais le avec, Shadow, il est fait pour, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais non, puisque tu n'utilises pas le client Shadow, tu utilises le Steam Link. Non, mais on s'en branle. C'est le Shadow qui fait le calcul. Le dialogue de source, c'est parfait. Ouais. Bon, bref. Bref, on sait pas comment ça va servir, je pense pas que ça va, ça va ressusciter pour autant les boîtiers Steam Link, mais voilà. Non. Ils auront essayé, on pourra Bah pas ouais, leur c'est dire. ça. Ils auront essayé, mais ils auront eu des problèmes. Très bien. Euh... Ah, MySpace, dis donc. Oh, putain, ils Une sont news vraiment- d'il y a 15 ans qui revient jusqu'à présent, voilà. C'est pour la blague, hein. MySpace qui ont officialisé enfin la perte de poids, puisqu'ils ont perdu 12 ans de musique, tout à fait, monsieur. Alors c'est pas tout neuf, hein, ça fait depuis l'année dernière qu'on s'est été rendu compte de ça, enfin certaines personnes qui utilisaient encore en tout cas MySpace ont vu que putain c'est bizarre, les musiques là depuis 2015 elles sont plus lisibles, je comprends pas. Avant 2015 on trouvait plus de musique. Et ils appelaient ça, c'est juste, ouais, exactement. Et ça fait un an en fait que bah, ils avaient banni. Et là ils ont confessé un petit peu, oui on avoue, on a perdu les musiques d'avant 2015. Oh, Voilà, étonnant. Alors c'est pas une boulette d'un admin system comme c'était le, pour stocker des décimales de pi. comme le titre. Ah là, ils avaient besoin de C'est- place c'est- pour stocker des Non, cimales. du de coup, pi. bon, on a dit on va passer un peu de musique. Exactement, il y a besoin de place. Ils ont fait passer le, ils ont vidé la poubelle en fait, tu vois, de Windows. Pas de backup, mais c'est vraiment ça. Et ils n'avaient pas de backup. Et en fait, ils ont fait une migration de serveurs, il y a eu des corruptions de fichiers, ils ont expliqué un petit peu ça, et pan, c'est perdu. Voilà. 50 millions de morceaux quand même. C'est pas mal, et pas de backup derrière. Bravo. Voilà. Bon, s'il fallait quelque chose pour achever MySpace, c'était bien ça. Voilà. Parfait. En fait, il faudrait qu'ils fassent la même chose sur Facebook. Ils suppriment, tu sais, des Migration années, Facebook. voilà. Ah ben là, ils se tirent une balle dans le pied au niveau du business model. Ray tracing. Du pauvre. C'est du ray tracing du pauvre. En fait, c'est un bits très jeu vidéo ce soir quand même. Ouais. Ray tracing du pauvre, puisque là, c'est une news qui regroupe deux annonces en fait des deux acteurs du ray tracing, enfin de deux acteurs, pas des deux. Un côté logiciel, puisque Crytek a annoncé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une carte Nvidia RTX pour pouvoir faire du ray tracing, voilà, puisqu'ils ont fait une démo avec une carte AMD Vega 56, je crois, ouais. Et donc une démo qui s'appelle Néon Noir, si vous voulez aller voir ça. Alors j'ai des gifs qui font encore... Oh purée, ça passe du premier coup direct, voilà. Donc là, l'intérêt de la scène, c'est surtout de vous montrer les effets Ah, mais ça lag, en fait. de réfraction et de réflexion. Sur Ouais, les sinon, vitres. ça met un peu de temps, voilà, tu vois, sur les vitres et tout ça. Donc c'est hyper fluide en fait sur la vidéo, bon, je Là, vous voilà, invite à aller la ça, voir. c'est fluide. Ah, le GIF Voilà. s'est bloqué. Non mais c'est la fin, il s'arrête là en fait. Ah, J'ai pas dû mettre la boucle. Il y en a une autre qui est juste là, voilà. Donc ils ont développé ça dans leur moteur maison, le fameux CryEngine. Et donc tout ça c'est calculé en temps réel et ils font du lancer de rayons, donc du ray tracing évidemment. tu lances de rayon. Et ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait, c'est que c'est une implémentation qui est totalement indépendante du hardware. Et voilà, donc pas besoin de carte spéciale pour faire ça. Il suffit juste que tu aies du matériel qui supporte les API Vulkan, donc, qui est l'évolution, qui est une surcouche sur OpenGL, et sinon DirectX 12. Voilà, très bien. Et voilà. C'est bien ça, c'est propre. Mais oui, du coup, pas besoin d'acheter une carte graphique. Pas La besoin de 1080 suffira. Pas besoin d'une RTX de malade pour faire ça. Et sinon, oui c'est ça, Christophe adore faire des gifs avec des vidéos complètes, mais tout à fait, t'as tout compris. Non mais c'est pour vous donner un... Il regarde tous ces films comme ça, le Seigneur des Anneaux en gif, hein, chez lui. Exactement, je vous raconte pas la taille du gif, quoi, t'imagines. Et sinon, non, c'est pour vous donner un petit aperçu, pour vous inviter à aller voir la vidéo qui est derrière, elle est assez impressionnante. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'éléments statiques, quand même. C'est un décor qui bouge pas trop, t'as juste un drone qui vole, donc c'est pas non plus représentatif d'un jeu comme ce qu'on a pu voir avec Battlefield 5, mais ça reste quand même assez impressionnant. Et en parallèle de ça, il y a Nvidia qui a fait une petite annonce pour dire, bah écoutez, nous on va backporter en fait la fonction de ray tracing sur les cartes génération précédente des RTX. Ah, bah, la mienne, par exemple. Mais dis donc, Une 1080. mais oui, tout à fait, tiens. Bah, voilà, c'est parfait. J'ai affiché, ouais, t'as toutes les cartes. Donc la génération Pascal, Ah, tu vois, et voilà. Turing. Donc les GTX 1080 et TI, tout ça, sont candidates pour faire du ray tracing, tout à fait. Alors par contre, tu vois, c'est Basic RT Effects. Basic RT Effects. Ouais, on Donc s'en fout. juste des effets de base avec un faible nombre de rayons qui seront tirés dessus. T'inquiète. Voilà. Donc tu auras une demi-réflexion. C'est pas grave. J'aurai une réflexion sur deux. D'où. Ouais, ça va pas te changer, quoi. Non. C'est ça. D'où le titre, hein, le ray tracing du pauvre. Alors bon, c'est intéressant de se dire, on va faire le backport pour dire, ça sera dispo sur la génération C'est précédente. low cost. C'est du low cost, sachant qu'en plus ils ont quand même, alors la news qu'ils ont publiée, c'est vraiment pour, tu te sens que c'est pas pour mettre en avant le fait qu'ils ont fait le backport, mais pour montrer que ok, on va pouvoir le faire, mais c'est vraiment pourri.
allez plutôt chercher des RTX. Hein. Parce que du coup, il te montre donc les différentes... Donc ça, c'est les temps de calcul en fait qui sont pris pour le rendu d'une image en fait, donc dans Metro Exodus. Donc il te montre bien que la 1080 Ti, elle prend au taquet de temps et de puissance de calcul. Donc ça, c'est l'évolution du corps en fait qui fait le calcul. Donc ça prend plus de temps et en plus ça bouffe un seul type de corps qui est l'FP32. Sur les Turing, donc les RTX 2080, du coup, tu peux le faire avec les nouveaux corps qu'ils ont rajoutés. Et si en plus tu actives le Tensor Core et les RT Core dédiés pour tout ça, ça réduit le temps de calcul, puisque la frame est moins longue à calculer. Et en plus, ça répartit mieux la charge entre les différents types de corps dédiés pour ça. Ouais. Quelle surprise! Quelle surprise! Et également, donc, ils ont montré un petit peu ça, voilà, qui est, donc ça c'est le zoom hein, sur ce qu'on a vu précédemment, qui sont vraiment les étapes de calcul dans le pipeline de rendu 3D, et l'utilisation du coup des corps dédiés au ray tracing, les fameux RT Core, et les Tensor Core qui sont dédiés pour le super sampling machin. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est une news pour dire on l'a backporté, mais c'est quand même vachement mieux sur les RTX, hein. Vraiment je vous invite à y aller. Voilà. Alors pourquoi ils font ça? Alors il y a plusieurs raisons je pense. La première c'est pour donner envie, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le tester sur ta 1080 et te dire putain c'est vachement beau, mais ça rame. Merde. Ouais, je vais acheter une 2080. Je vais acheter une 2080 alors pour vraiment avoir le truc beau. Et je pense qu'il y a de ça quand même, mais il y a surtout un autre enjeu qui est de chercher à démocratiser le plus possible, à rendre ça utilisé par le plus de joueurs. Oui. Et développeurs, parce qu'ils ont mis ça en avant en disant une nouvelle carte c'est génial, sauf que du coup il n'y a personne qui en achète. Du coup leur techno, personne s'en sert. Voilà, donc ils tirent les deux côtés en disant on va à la fois appâter les joueurs et les développeurs pour dire allez-y, regardez, faut l'utiliser, maintenant vous avez aucune excuse puisque les générations actuelles peuvent déjà le faire. Donc même si tu commences avec quelques petits effets, même les cartes actuelles avec des effets de base pourront commencer à le mettre en avant. Tu vas pouvoir Rayam puisque le GPU c'est de la 1080 ou de la 1070 sur Shadow, donc c'est bon. Ah oui. Tu pourras le tester sur Shadow, c'est vrai. Alors bon, c'est de la démo pour l'instant, ça va être dispo. Il faut que les jeux aussi derrière l'exploitent, évidemment. Ça sera mis à jour par les pilotes. Non, Guillaume FR, il n'y a pas de RTX sur Shadow pour le moment, mais avec ce truc-là, oui. Voilà. Et je vous remets la gamme et tout qui est dispo. Voilà, 1080, 1080 Ti, 1070 également. Voilà. 1060 même, 6 Go. 1060. Ouais. Et les 1660 aussi, tu sais, la nouvelle gamme. La nouvelle gamme, ouais. Au milieu. Ouais. Pile au milieu. Voilà. Bon, c'est assez surprenant, mais ça peut se comprendre. C'est merveilleux. Voilà. Bon, on reste chez Nvidia. Ça, c'est des news que j'adore chez Nvidia. Donc, ils ont une équipe de recherche qui travaille sur tout ce qui est l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux. Et ils ont fait une nouvelle publication qui s'appelle Spade. Spade, qui est en gros un algorithme qui permet de faire alors, je vous le dis en anglais, parce que j'ai pas encore réussi à le traduire. Semantic Image Synthesis with Specially Adaptive Normalization. Donc, en gros, ils vont interpréter des éléments que tu vas décrire toi. Donc tu vas dessiner une image avec des descriptions mais vraiment basiques. Il y a le ciel. Qui a l'âge fin d'arbre, tu fais un gros pâté. Et du coup ça va lui expliquer un petit peu ce que tu souhaites faire. Tu vas appliquer par rapport à ça des images existantes, donc des styles que tu souhaites appliquer, et ça va te générer une nouvelle image. Donc on parle souvent de génération d'images, comme ça, par les réseaux neuronaux. C'est beau. Et là, ils ont travaillé pour que tu puisses à la fois faire ton petit dessin à gauche, et recréer une image en temps réel à droite, donc tu le vois, par rapport à ça. Donc là, comment ça se passe? En fait, à gauche, donc ce que tu choisis, c'est pas vraiment des couleurs, mais c'est des éléments de décor. Ouais, ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de sémantique, parce qu'en gros, tu vas choisir un terme sémantique. Donc tu choisis, voilà, c'est de l'eau, c'est un arbre, c'est de l'herbe, c'est une montagne, c'est un ciel. Et c'est ce qui définit la couleur. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une couleur associée avec ça. Je crois que j'ai une image du... Ouais, après je vous montrerai ça, j'ai une image de l'outil graphique qui permet de faire ça. Donc tu choisis cet aspect-là qui donne en fait le caractère sémantique, donc la notion que tu souhaites dessiner. Et en parallèle de ça, là il y a de l'herbe, là il y a de la forêt, là il y a des nuages, j'ai une autre image qui est là, voilà. Donc là tu fais avec de l'eau, tu as des rochers, et puis tu as de la verdure, et puis voilà. Donc là tu as une plage qui se dessine et tout ça. Voilà. Donc c'est assez impressionnant parce que tu fais vraiment un dessin, mais un brouillon à gauche à l'arrache carrément, et ça te fait une image de malade à droite. Dans le détail, en fait, l'application se comporte comme ça. Si l'image veut bien arriver, voilà. Donc tu choisis, tu vois, en haut à gauche, donc tu vois, tu as 6 boutons. Voilà. Donc c'est la classe de ce que tu veux dessiner. Tu as les différentes étapes de ton dessin en haut. Et après, à gauche, ici, donc les 3 images que tu as à gauche, c'est le style que tu souhaites appliquer, en fait. Donc à partir de quelle image, tu vas extraire le style de l'image. On a déjà parlé dans un Bitspace précédent de récupérer le style d'une image et de l'appliquer à une autre, du transfert de style, ça s'appelle. Et bien là, en fait, ils vont mixer 2 choses. L'aspect sémantique pour décrire une image, qu'on a l'habitude de voir, mais plutôt dans le sens inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, les réseaux neuronaux vont plutôt travailler sur une image réelle ou une vidéo temps réel pour essayer de comprendre en fait ce que contient cette image-là. Mais là, ils ont pris le problème à l'envers. Tu décris grossièrement des contenus d'images et ils vont produire une image réaliste par rapport à ça
en utilisant du transfert de style à côté. Voilà, donc c'est assez fou. Le programme, ça je vous mettrai après, le programme qui s'appelle Gogan est pas encore dispo, mais il y a un repository GitHub où ils ont commencé à publier ça. Vous allez pouvoir y accéder et ils vont mettre à disposition les sources de tout ça et l'application démo, donc on pourra un petit peu jouer avec tout ça. Wow. Voilà. Alors, un petit peu de technique parce qu'on parle de réseaux neuronaux et ça m'intéresse quand même. Ils expliquent un petit peu ce qu'ils ont fait. Alors d'habitude, ça c'est ce qu'on fait d'habitude à gauche, donc la fameuse batch normalization. C'est en gros tu prends ces termes sémantiques que tu vas appliquer et tu les injectes directement en point d'entrée de ton réseau de neurones. C'est des points d'entrée et après ça va passer dans les différentes couches de ton réseau et cette information va se diluer, elle va se perdre. Et ce qu'ils ont fait eux, ils ont dit oui, on va alimenter l'entrée de notre réseau de neurones avec ça, mais on va le garder en parallèle. Donc c'est pour ça que vous voyez à droite sur l'image, donc Spade, l'image que vous avez dessinée, qui est placardée un petit peu à gauche, ils vont l'injecter dans les différentes couches du réseau. Ce qui fait qu'en fait, chaque couche en fait, du réseau va travailler pour compléter, agrémenter de plus en plus l'image de destination que tu souhaites faire, tout en conservant une partie de la connaissance de ce que tu veux faire d'un point de vue sémantique, et ça va s'adapter à chacune des couches en affinant en fait le dessin par rapport à ça. C'est pas mal, hein. C'est assez fou, alors j'essaie de vous vulgariser, j'espère que c'est assez clair, mais le papier, donc c'est un vrai papier de recherche derrière qui va beaucoup plus loin dans la technique, et moi ce qui me fait halluciner, c'est tout ce foisonnement de tests qu'on fait. Voilà, ils essaient plein de trucs, de brancher, c'est vraiment t'as l'impression que c'est de l'artisanat en fait. Ils ont de la technologie, ils essaient de brancher plein de trucs puis de voir comment ça marche. Et ils ont essayé plein de techniques différentes en fait. Vous allez pouvoir voir les différentes étapes qu'ils ont pu faire. Alors, je vous les ai pas mises, mais il y a des beaux loupés quand même où t'as des canards qui ressemblent à rien parce qu'ils sont pas arrivés et tout ça. Mais c'est dans le processus d'amélioration du traitement d'image là-dessus. Voilà. Franchement, c'est pas mal, c'est assez impressionnant. Le fonctionnement, en tout cas, est impressionnant. Ouais, carrément. Et ça va relativement vite, quand même. Hein. C'est oui. impressionnant. Pour peu que tu aies une carte RTX. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Non, c'est des cartes Nvidia, en tout cas, évidemment, bien sûr. Grave. Bon, eh bien, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Plusieurs façons de nous soutenir. Et une importante, c'est le Tipeee. Tipeee.com/stdrenegade. C'est important, ça nous aide à payer le loyer et tout ça, et c'est c'est important pour avoir le studio d'enregistrement, mine de rien. D'ailleurs, je note que nous n'avons pas allumé la lumière derrière aujourd'hui. Ah mais oui, carrément. Petit oubli, mais c'est comme ça, ça arrive. Ça permettra de reconnaître l'épisode dans YouTube. Celui-là, on n'avait pas allumé la lumière. C'est vrai. Non mais c'est bon, tu vas corriger ça de manière de main de maître. Formidable avec ton iPad. Même. Pas sûr. Pour nous suivre, sinon, direction les réseaux sociaux. Sur Chris Kamika sur Twitter, voilà, exactement. Et Cédric Bonnet pour moi-même. Sinon, pour en savoir plus, vas-y, je te laisse cliquer. Pour en savoir plus, studiorenegade.fr, vous avez l'agenda et tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous utilisez un Amazon Echo, à interroger la skill. On en a un sur la table. On peut lui poser la question. Alexa, allez, vas-y. Demande à Studio Renegade quand est le prochain stream de Cédric. Le prochain stream de Cédric sera Morning Tech Review, demain à 8h. Voilà. Donc ne manquez pas la matinale demain matin avec Nelly Girl d'ailleurs. Puisqu'on va faire la review. Donc, je sais pas si les gens ont entendu parce que le micro est un peu loin peut-être. Ah, ça a bougé quand même, mais c'était pas dans le jaune, mais bon. Ouais, et vous avez tous les liens sous le player, tout ça. Sur ce, merci à vous. Rendez-vous semaine prochaine, tout ça. Machin, enfin moi demain matin et tout, comme d'hab. Allez. Super. Merci. Bisous. Ciao.